L'invité de RTL Matin et Thomas, vous recevez aujourd'hui Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Bardella. Bonjour. Êtes-vous rassuré par le réveil de l'Europe et la France derrière l'Ukraine hier à Londres? Est-ce que le projet de trêve d'un mois pour commencer, trêve partielle, vous rassure? Écoutez, cette guerre dure depuis maintenant 3 ans. Elle a fait 1 million de victimes, morts et blessés de part et d'autre, du côté russe et du côté ukrainien. Et je crois que 2025 doit être l'année de la paix, l'année de la négociation. Négociation, si tant est évidemment que la Russie n'obtienne pas par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Et de l'autre, il y a des demandes. Ouais. Ça veut dire qu'il faut pas revenir sur, il faut pas négocier sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est-à-dire que récupérer tout son territoire, selon vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans ce dossier, il y a un agresseur et un agressé. Cet agresseur, c'est la Fédération de Russie. Cet agressé, c'est l'Ukraine, qui a vu sa souveraineté territoriale violée depuis maintenant 3 ans. Et il est parfaitement légitime que le président ukrainien sollicite des garanties de sécurité, prenant en compte le fait que depuis maintenant près de 20 ans, les cessez-le-feu ont été rompus à plusieurs reprises par le président Poutine. Donc soutien total à Volodymyr Zelensky. Donc soutien total au principe de paix. Et je crois que... C'est pas la même chose. Écoutez, il faut en tout cas qu'on mette maintenant tous les acteurs autour de la table et que cette guerre cesse parce qu'elle a fait beaucoup trop de victimes maintenant. Et je crois que la position la plus sage dans la séquence que nous avons vécue depuis plusieurs heures est celle de la première ministre italienne Giorgia Meloni qui a précisément proposé que l'Europe prenne l'initiative d'un sommet qui mettrait autour de la table les belligérants, l'Ukraine en premier et évidemment les Américains à la suite notamment de l'incident malheureux qui est survenu à Washington. L'Europe, il faut la réarmer urgemment, a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Hier, vous la soutenez? Je pense qu'il faut que la France retrouve la voie d'une diplomatie libre, indépendante, et qu'elle retrouve surtout des capacités de défense. Madame von der Leyen cherche, comme présidente de la Commission européenne, à prendre entre les mains de l'Europe des compétences qui ne sont pas les siennes et de le faire à chaque crise. Pendant la crise sanitaire, on a vu que la Commission européenne et l'Union européenne en ont profité pour s'octroyer la compétence de santé. Et on voit là, sur l'autel de la guerre, que la présidente de la Commission européenne, qui n'a ni la compétence en termes de prérogatives, ni même le mandat pour s'octroyer des capacités de défense. Donc vous dites pas de défense européenne? Ce qui est vrai, non, pas de défense européenne. Pas de défense européenne, il faut une défense nationale. Ouais. La défense relève de la compétence nationale et nous souhaitons d'une part qu'on puisse progressivement, il y a des efforts budgétaires qui ont été faits ces dernières années, c'est incontestable, mais porter progressivement l'effort de défense en France à 3% de dépenses par rapport au PIB. Emmanuel Macron, deuxièmement, il dit 3,5%. Il faut y aller. Attendez, et deuxièmement, qu'on puisse instaurer la préférence européenne dans les achats de défense. Je veux dire, avant même de parler de défense européenne, ça c'est le terme des européistes, il faut surtout que les États-nations en Europe achètent du matériel européen. Or nous savons que depuis 3 ans et depuis le début du conflit, 80% des hausses de budget qui ont été déployées dans les États membres pour faire face au soutien à l'Ukraine l'ont été au profit d'entreprises extra-européennes et notamment au profit d'entreprises américaines. Je crois que la sécurité de la France et la sécurité par définition de l'Europe ne se délèguent pas dans un monde de plus en plus troublé et dans un monde où nos alliés d'aujourd'hui ne seront peut-être pas nos alliés de demain. Vous pensez à qui? Est-ce que les États-Unis sont toujours nos alliés? Oui, de confiance. Bien sûr, les Américains sont évidemment nos alliés. Maintenant, Donald Trump a aussi été élu sur une promesse qu'il a faite à ses électeurs et qu'il a fait au peuple américain. Il a été élu, il faut respecter cela. C'est celle d'un désengagement progressif sur le plan militaire et financier de l'Europe. Maintenant, la question... Est-ce qu'aujourd'hui, la question que doit se poser, c'est se mettre dans la roue de Poutine? La question que doivent se poser aujourd'hui les États européens, elle est très simple. Exister ou disparaître. Si on continue de remettre entre les mains de puissances étrangères notre sécurité, notre souveraineté et l'indépendance de nos nations, alors au XXIe siècle, nous disparaîtrons et nous ne serons plus un pays libre. Moi, je souhaite que la France demeure un pays libre et il est parfaitement irresponsable que de continuer à déléguer notre sécurité et celle des nations européennes à des puissances étrangères, bien sûr. Est-ce que soutenir Trump aujourd'hui, je vous repose la question, c'est se mettre dans la roue de Vladimir Poutine? Non, je ne le crois pas. Maintenant, la vision de Trump, elle est très simple. Je crois qu'il souhaite que la Russie ne devienne pas un ennemi
au point d'en devenir un État avec lequel les relations seraient sans retour possible et irréconciliables. Je pense qu'il souhaite endiguer la progression de la Russie et c'est la raison pour laquelle il a pris à cœur cette volonté d'être un artisan de la paix, en tout cas dans les mots, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Mais je pense qu'il ne souhaite pas aller jusqu'à un point de non-retour avec la Russie. Maintenant, nous ne sommes pas dans la même position. Il y a une guerre aux portes de l'Europe qui fait rage depuis 3 ans. La Russie conteste évidemment les intérêts de l'Ukraine, mais elle conteste aussi des intérêts français, des intérêts européens. Et je vous rappelle que la France a des engagements à l'est de l'Europe, elle a des engagements en Roumanie, en Estonie. Nous assurons aujourd'hui la sécurité aérienne et navale d'un certain nombre de pays baltes. Et je crois que ces engagements doivent être confortés, même si je suis et nous restons opposés à l'envoi de troupes au sol en Ukraine, bien sûr, comme je crois une majorité de nos compatriotes. Il y aura aujourd'hui à l'Assemblée un débat sans vote à propos de l'Ukraine. La situation justifie-t-elle une union nationale sur ce sujet en France ? C'est une union nationale, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire soutenir le président de la République et le gouvernement. Ok, la France n'est pas en guerre. Je soutiens, quand le président de la République dit qu'il faut évidemment renforcer nos capacités de défense, nous partageons ce point de vue. Mais lorsque le président de la République évoque à plusieurs reprises la possibilité pour notre nation d'envoyer des soldats français en Ukraine, alors à ce moment-là, je considère que ça participe d'une forme d'escalade. De la même manière que quand il parle d'une défense nucléaire européenne commune. De la même manière. Alors, pareil, il y a 2 choses. Je veux dire, nous sommes totalement opposés, et cela relèverait d'une trahison nationale, à partager le bouton nucléaire avec des États européens, premièrement. Deuxièmement, en revanche, la défense des intérêts de la France et les intérêts fondamentaux de la nation française ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone. Depuis le général de Gaulle, le parapluie français, il abrite par définition un certain nombre de nos voisins et un certain nombre de nos partenaires européens. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où plusieurs États au sein de l'Union européenne achètent du matériel américain, ils se sont placés de facto sous le parapluie nucléaire américain. Probablement que la France devrait avoir un rôle beaucoup plus important dans la sécurité, non pas seulement de la France, mais des pays européens. Maintenant, nous sommes résolument opposés au partage du bouton nucléaire, parce que là encore, de la même manière que nous avons combattu le partage d'un potentiel siège de sécurité commun avec l'Allemagne ou avec l'Union européenne au Conseil de sécurité de l'ONU, là encore, il en va de la souveraineté nationale. Et Emmanuel Macron a tendance, avec le temps, à dilapider la souveraineté de la France. Autre sujet de grande tension dans l'actualité, nos relations avec l'Algérie. Bruno Retailleau affirme avoir mis en place une riposte graduée et une note... On l'a pas beaucoup vu, mais... Pardon ? On l'a pas beaucoup vu. Ça se met en place, c'est ce qu'il est. Non, mais je pense qu'il fait beaucoup de communication, le ministre de l'Intérieur, et le roi Macron a mis fin à la mascarade et au plan de communication du gouvernement, puisqu'il a indiqué il y a quelques heures qu'il ne remettrait pas en cause le traité franco-algérien de 1968. C'est une erreur ? Facilite et qui encourage l'immigration algérienne. Non seulement c'est une erreur, mais ça nous condamne à être l'otage du régime d'Alger, qui depuis maintenant plusieurs années multiplie les provocations, refuse de récupérer ses ressortissants, et pour le coup il y a mort d'homme. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours à Mulhouse, nos concitoyens, nos compatriotes a été abattu et tué par un islamiste algérien qui était connu pour sa radicalisation, pour son lien avec le fondamentalisme islamiste, qui a été un Algérien refusé à 10 reprises par le régime d'Alger. Donc la France doit se faire respecter, et on a le sentiment que Emmanuel Macron est capable d'être fort avec Poutine, mais extrêmement faible et docile avec Tebboune. La non-dénonciation de ces accords de 68 peut-il devenir un motif de censure pour le Rassemblement national ? Oui, c'est une possibilité, parce que nous ne transigeons pas, et nous ne transigerons pas avec le respect de la France. Maintenant, M. Retailleau fait beaucoup de communication, et je crois que compte tenu de l'urgence de la situation, à la fois migratoire et sécuritaire dans laquelle se trouve le pays, il doit maintenant agir ou partir. Alors justement, et quand on se retrouve assis chaque mercredi dans un conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes qui refusent de remettre en cause l'accord de 68 et qui accusent tous les records d'insécurité et d'immigration à la fois légale et illégale, vous avez vu que les chiffres de l'immigration sont sortis récemment, 86% des gens qui doivent quitter le territoire français, donc 86% des OQTF, ne sont pas exécutés. Donc on voit bien là que, en réalité, on est face à une immigration de submersion, et que tout notre système de loi et notre système politique aujourd'hui vise à encourager l'immigration. Question précise sur l'Algérie. La Tribune dimanche a eu accès à une note du ministère de l'Intérieur qui prévoit l'établissement d'une liste de persona non grata expulsés du territoire, la suspension de l'activité des compagnies aériennes et maritimes algériennes en France. Est-ce qu'il faut aujourd'hui interdire d'accès Air Algérie en France ? Je crois qu'à partir du moment où l'Algérie ne souhaite pas
récupérer ses ressortissants et qu'elle multiplie les provocations à l'égard de la France, l'Algérie doit s'opposer non pas dans 3 semaines, mais dès à présent à une batterie de sanctions, à commencer par le non-octroi de visa pour des ressortissants algériens. La suspension d'Air Algérie. La suspension, je ne pense pas que ce soit le sujet. Ça fait partie des pistes. Le sujet, ce sont les visas qui sont donnés aux ressortissants algériens. Le sujet, ce sont les aides au développement et l'argent qui est durement gagné par nos compatriotes et qui est versé chaque année à l'Algérie. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, y compris au niveau européen. Le sujet, ce sont les dirigeants algériens qui viennent se faire soigner en France, bien souvent aux frais de la princesse. Donc, il faut arrêter la mansuétude à l'égard d'un régime qui n'a que la haine et la provocation. Je ne confonds pas le régime algérien avec le peuple algérien et je plains beaucoup le peuple algérien d'être l'otage d'un tel régime. J'ai une dernière question. Vous avez fait partie des derniers invités de Cyril Hanouna la semaine dernière sur C8 et vous l'avez interrogé sur ses ambitions politiques. C'est quoi ces histoires de candidature présidentielle? Lui avez-vous demandé ce matin, il y a un sondage dans le Figaro qui dit que 11% des Français souhaitent qu'il soit candidat. C'est comme Valérie Pécresse. Et c'est mieux que Gérard Larcher. Est-ce qu'il aurait sa place en politique? Vous lui poserez la question, puisque maintenant Cyril Hanouna, c'est votre groupe. C'est loin 2027. Vous lui poserez la question. Est-ce que vous le redoutez? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour Cyril Hanouna. Et d'ailleurs, je me suis moi-même exprimé sur le recul de la liberté d'expression, parce que je trouve ça profondément injuste et inquiétant qu'on ferme une chaîne de télévision qui est aujourd'hui la première chaîne de la TNT. Mais vous connaissez nos ambitions, en tout cas, pour l'élection présidentielle. Vous le connaissez bien, il vous a fait des confidences ou pas sur non, pas du tout, mais c'est votre nouveau collègue, donc vous lui poserez la question. La liberté d'expression est totale ici, comme vous le voyez. Merci Jordan Bardella d'être venu sur RTL ce matin. Dans un instant,